Bonjour à tous. Alors, Bonjour. on va attendre 2 minutes que les derniers retardataires puissent nous joindre. Donc, en attendant, on a prévu une petite chanson pour vous parler d'amour. À toi, Raphaël. C'est parti. Fait souffrir, que l'amour fait pleurer. À quoi ça sert d'aimer? L'amour, ça sert à quoi? À nous donner de la joie, avec des larmes aux yeux. C'est triste et merveilleux. Et voilà. Merci, Raphaël. Alors, on va pouvoir débuter ce troisième webinaire organisé par le CORES Grand Est. Alors aujourd'hui, j'ai la chance en tant que président du CORES d'animer et de co-animer ce webinaire qui va porter sur l'amour et le désir avec Anne Strack. Je te laisse te présenter, Anne. Merci Sébastien. Donc effectivement, moi je suis Anne Strack, je suis psychologue clinicienne de formation et sexologue. J'exerce au centre de santé sexuelle de l'hôpital de Lunéville. Voilà. Merci Anne. Alors on va lancer le partage d'écran. J'en profite juste pour dire... Alors l'idée c'est que nous puissions parler, vous présenter ce qu'on avait prévu de présenter lors de ce webinaire. On va prendre un temps à la fin pour répondre à toutes les questions que vous pourrez poser. Donc n'hésitez pas à vous poser vos questions au fil de l'eau. Et puis Raphaël fera le modérateur à la fin pour renvoyer, essayer de regrouper les questions si elles se ressemblent. Et puis avec Anne, on fera ce qu'il faut pour y répondre. Hop. Amour et désir, les leviers d'une bonne santé sexuelle. Alors, Anne, est-ce qu'on va présenter quelque chose de personnel, professionnel? Est-ce que c'est la vérité? Qu'en penses-tu? Qu'est-ce que j'en pense? Oui, Sébastien. Alors, effectivement, la thématique de l'amour et du désir, c'est une thématique qui est quand même très ambitieuse. L'amour et le désir, bien évidemment, ça fait des siècles et des centaines d'années que ça suscite moult études, moult textes, etc. C'est une thématique qui est plutôt infinie. Notre façon de l'aborder, elle va être liée tout d'abord à notre formation initiale, à chacun d'entre nous, et puis à notre pratique professionnelle. L'idée, c'est pas de vous parler d'amour et de désir comme nous, on se le représente de façon personnelle, de façon intime, mais bien d'essayer de réfléchir à ce que la science, le social, le psychologique, etc., vient nous amener sur cette thématique-là. Excusez-moi, je me permets, j'ai un retour comme quoi on ne voit pas votre diaporama. Est-ce qu'on peut me dire dans le chat, parce que moi je le vois très bien de mon côté. Est-ce que c'est le cas pour tout le monde? Est-ce que vous voyez là à l'écran CORES Grand Est pour une santé sexuelle libre inclusive? On le voit bien, je vois. Ok, super. Bon, ben, je suis désolé à la personne qui ne voit pas, c'est peut-être une question d'affichage sur votre ordinateur. Après, c'est pas grave, le diaporama, c'est un support. Ce qui est important, c'est ce qu'on veut dire. Oui, oui. Voilà. C'est important. Alors, amour et désir, tout un programme. Depuis toujours, l'amour et le désir, le couple, le mariage ont été thématiques des enjeux majeurs de notre société. Alors, aujourd'hui, on va parler de quelle société, justement? Alors, effectivement, on a quand même une référence culturelle qui est l'Occident. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que ces concepts d'amour et de désir, chaque société, chaque culture, chaque époque a posé un cadre d'exercice, mais aussi des normes sociales et des lois sur l'amour et le désir. Chez nous, en Occident, c'est longtemps la religion et la morale qui a fixé un cadre sur le mariage, mais aussi des thématiques de fidélité, de désir, de sentiments amoureux. Et souvent, ce cadre-là, il a été mis en place pour réguler l'ordre social sur le bien et le mal, ce qui est bon et ce qui n'est pas bon en matière d'amour, de désir, mais de sexualité de façon générale. Gros changement au 19e siècle, fin du 19e siècle. On a la religion qui perd le pouvoir sur l'amour et le désir et la morale de manière générale. Et on a la médecine qui va prendre à son compte ce qu'est l'amour, ce que c'est le désir, ce qui est pathologique ou non pathologique. Tout à fait, oui. Notamment la psychiatrie. Et puis jusqu'au début du XXe siècle, où on va avoir des descriptions assez claires et précises sur ce qui est l'ordre
la bonne santé ou de ce qui est normal ou pas. On voit aujourd'hui que le droit a pris le relais et que le droit est vraiment un cadre d'exercice, j'ai envie de dire, au lien amoureux, à la sexualité de façon globale. Quelques chiffres, quelques petits constats. On vous a trouvé un peu des chiffres qui peuvent un peu aider à réfléchir. 2024, 247 000 mariages en France, 240 000 mariages hétéros, 7 000 homos. Voilà. Je reprends aussi un petit peu et je compare le nombre de mariages en 1970, c'est 400 000 mariages. Voilà. Avec 60 000 divorces. Et donc, en 2022, voilà, on a 129 000 divorces. C'est 45% des mariages. On est presque à un mariage sur deux, avec 48 à 49% en Île-de-France. Donc, ce qui veut dire que dans les grandes villes et dans les milieux urbains, le couple, voilà, c'est pas si simple. Il y a aussi une grosse évolution au niveau sociétal. Aujourd'hui, d'après les enquêtes, hein, on voit qu'un couple sur 4, qu'il soit homo ou hétéro, peu importe, n'a pas de vie sexuelle. Et cette montée d'inactivité sexuelle, eh bien, sur ces 15 dernières années, elle ne fait que progresser. Si on peut se projeter par rapport au Japon c'est beaucoup plus que ça. Donc alors, ce qui est intéressant, c'est que les chiffres nous montrent effectivement une certaine réalité, et on verra tout à l'heure que entre ce qu'on imagine, ce qu'on projette, les fausses croyances sur l'amour, la sexualité et la réalité, il y a vraiment un grand fossé. Et puis, on a 10% quand même des couples qui se disent heureux sans sexualité aussi. C'est important. La sexualité, c'est quoi? C'est l'absence d'attirance sexuelle envers autrui. C'est quand même une orientation sexuelle qui est quand même assumée par 12% des Français. Hein. C'est une enquête qui a été faite par l'IFOP en 2024. Et puis, on a aussi quelques chiffres sur ces couples qui consultent en PMA et qui sont, alors nous, sexologues, on appelle ça des unions non consommées. C'est-à-dire, je veux un enfant, mais je n'ai pas de rapport sexuel. Alors, pour plein de motifs, hein, mais voilà, parfois, il n'y a pas de sexualité. On a aujourd'hui cette séparation, conjugalité, sexualité. On peut être en couple sans avoir de sexualité. Aujourd'hui, on peut avoir une sexualité sans être en couple. C'est une réalité. Voilà. Et puis, on a d'autres formes de désir et d'amour qui émergent. Oui, on va en parler aussi dans ce webinaire, tout ce qui est polyamorie, trouble, mais aussi tous les modes de désir et d'excitation et les autres identités sexuelles qui rentrent en compte dans l'amour et dans le désir. Alors, on a scindé cette présentation en deux parties. Une partie sur l'amour, une partie sur le désir. Alors, bien évidemment, amour, désir, des fois les deux sont extrêmement liés, mais parfois on peut être amoureux sans désir sexuel, parfois on peut éprouver du désir sexuel sans amour. C'est pour ça qu'on a pris ce parti de vouloir séparer ces deux thématiques. Et puis, alors, juste une petite précision, notre idée, c'est vraiment de se détacher aussi de tout ce qui est la norme et que notre arrière-fond théorique, notre arrière-fond de pensée, c'est vraiment l'amour et le désir tel que effectivement le concept de santé sexuelle peut nous l'enseigner, quelque chose de très individuel. Voilà. Et puis aujourd'hui, l'amour, dans le langage français, j'aime mon chien, j'aime mon père, j'aime ma sœur, j'aime mes enfants, j'aime mon travail, j'aime. On va utiliser le même mot. En français, effectivement, oui. Définir plusieurs types d'amour. Alors, on sait que les Grecs ont pu décrire 8 types d'amour différents, avec chaque fois un mot spécifique pour le caractériser. Alors, agapé, l'amour altruiste, divin, inconditionnel, la philia, l'amour platonique, l'amitié, la camaraderie, ludus, l'amour ludique et léger. Voilà, il y avait plein de mots différents pour caractériser c'est quoi l'amour. Alors, j'aimerais effectivement préciser... l'amour, c'est quelque chose de tellement complexe et qu'est-ce que nous dit aussi la réalité, c'est que finalement, on attend beaucoup de choses dans l'amour et on attend parfois beaucoup dans l'amour qu'on peut projeter sur l'autre, c'est-à-dire qu'on attend de l'autre qui nous apporte tout. L'amour doit tout combler et parfois tout réparer. On n'attend pas la même chose quand on est en amitié avec quelqu'un. On a un ami qui nous apporte ça et souvent une autre chose avec qui on va aller faire du sport, aller au cinéma, etc. Mais c'est vrai qu'on verra que l'amour, c'est quelque chose de très inconditionnel. On a l'impression de tout attendre dans l'amour, alors que finalement, c'est très différencié. Et on va vous présenter différentes approches
de l'amour, du sentiment amoureux. Alors, une première approche, selon l'approche sexo-corporelle, le sentiment amoureux se définit par la capacité à aimer, de rêver et d'admirer l'autre personne, tout en reconnaissant la réalité de ce qu'elle est, ses forces, ses limites. Ce sentiment amoureux il va se développer avec le temps. Il peut fluctuer au cours d'une relation, et parfois même, malheureusement, il peut disparaître. Ce sentiment amoureux requiert une admiration de l'autre, une fascination face à l'autre, voir les lignes de force de l'autre et d'avoir des projets d'avenir avec l'autre. Et ça, c'est important. Et ça, c'est l'approche sexo-corporelle, la définition du sexo-corporel. D'un point de vue neurobiologique, l'amour, c'est un ensemble d'interactions neurobiochimiques. En fait, c'est quoi? C'est de la chimie. De la chimie dans notre cerveau. C'est des molécules qui vont être sécrétées, qui vont agir sur différents récepteurs. Alors, on sait que ces hormones, elles sont impliquées dans la motivation, le plaisir, l'attachement, le comportement social. En fait, quand on est amoureux, là, on a plusieurs études aujourd'hui qui le montrent, c'est que les hormones et les neuromédiateurs impliqués, c'est la dopamine. La dopamine, c'est impliqué dans le circuit de la récompense. C'est ce qui va créer la motivation à y retourner. La sérotonine, on va utiliser les antidépresseurs pour être bien, être vraiment apaisé. L'ocytocine, l'hormone de l'attachement, vouloir faire des câlins, ça libère l'ocytocine. On a la vasopressine, le cortisol, les endorphines, la testostérone, l'hormone qui va booster, stimuler cette libido. Et puis toutes les neurotrophines, donc c'est des molécules qui vont booster au niveau cérébral la croissance des neurones. Alors l'amour peut être expliqué aussi par les neurosciences. On sait que l'IRM d'un cerveau amoureux, aujourd'hui, quand on va regarder comment ça se passe, on va avoir jusqu'à 12 régions du cerveau qui vont être impliquées et qui vont fonctionner ensemble. Donc, en fait, être amoureux, c'est géant, quoi. Ça permet de booster le cerveau, encore mieux que si vous faisiez votre Sudoku ou d'autres jeux pour booster ce cerveau. C'est important d'être amoureux. Et on va voir qu'il y a plein de régions du cerveau qui sont impliquées dans l'émotion, la motivation, le circuit de la récompense, qui sont importants. Donc, ces neurosciences, elles viennent parfois aussi répondre à certaines interrogations, comme celle, vous avez certainement déjà entendu, l'amour dure 3 ans. Effectivement, les neurosciences nous disent qu'il y a une intensité amoureuse, comme on verra plus tard une intensité au niveau du désir, entre 6 mois et 3 ans, hein, et qu'il existe plusieurs phases de l'état amoureux. Tu peux nous en parler? Alors, ces différentes phases de l'état amoureux, au début, quand c'est merveilleux, c'est génial, on est tous amoureux, on sait qu'on a des lunettes extrêmement positives, on voit pas les défauts de l'autre. Et en fait, c'est comme un patient qui est bipolaire. Au début, voilà, c'est regain d'énergie, des pensées obsessives, on va avoir des phases d'euphorie. En fait, ça va être génial et on voit que la dopamine, elle est importante parce que cette dopamine va créer la motivation. Et en fait, ces personnes, quand on est amoureux, tout est beau, tout est merveilleux, tout est génial. Le problème, c'est que le cerveau, à un moment donné, va s'autoréguler. Et après cette phase de tout est beau, tout est génial, il y aura une sorte de décroissance au niveau de la production de ces neuromédiateurs, de ces hormones. Et de cette décroissance, effectivement, va impliquer une phase moins intense où on va retrouver un attachement plus calme, plus serein. Et effectivement, d'autres comportements avec d'autres structures cérébrales et d'autres éléments chimiques qui seront engagés. Alors, on ne dit pas qu'au bout de 3 ans, il faut arrêter. Et puis, l'amour, non. On peut continuer à entretenir ce sentiment. En tout cas, c'est pas que de l'ordre de la volonté. On est vraiment dans, effectivement, la physiologie, quoi, et l'anatomie. Ouais. Alors là, on va vous présenter différentes approches de façon de tomber amoureux. On verra qu'on a différents regards en fonction de nos métiers, en fonction de comment on a été formé. Alors, moi, je vais vous le présenter sur le côté temporel. C'est, je croise quelqu'un et moi, j'ai le coup de foudre. 3 secondes, j'ai vu quelqu'un, c'est magique, je suis amoureuse de lui, je suis amoureux d'elle, c'est géant, c'est le coup de foudre. Alors, on ne connaît pas la personne, on l'a juste vu, c'est le coup de foudre. Après, on va avoir le choc amoureux. Le choc amoureux, c'est je croise une personne, mais il faut 2, 3 fois se croiser, se voir, pour vraiment être waouh. Plus progressif. Cette personne vraiment va m'attirer. Et puis, on a l'élan amoureux qui, lui, est beaucoup plus progressif. C'est au début, on croise la personne, il n'y a pas forcément d'amour. Mais à force de se voir, de répéter ces rencontres, eh bien, en fait, on va avoir une meilleure connaissance de l'autre et on va commencer à tomber amoureux de l'autre. Alors, d'un point de vue sexologique, en tant que professionnel, quand on connaît bien l'autre et quand ça se construit progressivement, parfois, on peut avoir un couple qui est plus stable qu'un couple qui s'est emballé. Alors après, c'est pas ce qu'on recherche. Par exemple, l'été, on peut tomber amoureux, passer un super bon moment, et puis un mois après, on rentre chacun chez soi et
l'amour cesse. En tout cas, on est tombé amoureux, c'était génial. En tout cas, ce que tu nous dis, Sébastien, c'est que voilà, à chaque personne, à chaque moment, à chaque période de sa vie, il y a différentes façons effectivement de vivre la rencontre. Parce que c'est de ça dont il s'agit. Alors, tomber Ouais. amoureux, parce que Anne, tu pourrais nous expliquer aussi le lien avec l'attachement. Alors oui, alors le regard qu'a Sébastien sur les différentes façons de tomber amoureux, c'est effectivement une lecture qui est liée à la sexo-corporelle. C'est vrai qu'en tant que psychologue, moi je vais avoir une lecture sur un concept qui s'appelle aussi l'attachement, et qu'effectivement cette rencontre avec l'autre, j'ai pas envie de vous dire qu'elle est jouée d'avance, mais qu'on va aller rencontrer l'autre et on va aller construire un lien avec l'autre en référence à un mode d'attachement qu'on connaît, qui est notre propre mode d'attachement structurel qu'on a connu avec tout petit, et qu'effectivement, on va aller rencontrer l'autre selon certaines modalités. Voilà. Je ne Alors vais pas aujourd'hui, développer plus, mais oui. voilà, on pourrait passer des heures et des heures à parler d'amour, tellement c'est important. Alors aujourd'hui, on voit, Anne, qu'il y a des nouvelles formes d'amour qui apparaissent. Est-ce que tu peux nous en parler? Oui, alors je pense que vous avez tous entendu parler de tout ce qui est polyamour ou polyamorie. En fait, c'est une extension un peu multipartenariale. C'est une possibilité d'aimer et de vivre des relations intimes plurielles, hein, possiblement amoureux et ou sexuels, en tout cas avec l'accord libre et en conscience de chacune des personnes concernées. Le polyamour a distingué de, comment dirais-je, de tout ce qui est je cherche de tout ce qui est effectivement adultère aussi, hein, puisque dans l'adultère, on a une personne qui ne consent pas, et à distinguer aussi de l'échangisme ou du libertinage, où on reste quand même dans quelque chose d'une exclusivité au niveau de l'amour. Hein, où on est plutôt dans une recherche de multipartenariat au niveau sexuel. Alors, le polyamour, mais aussi tout ce qui est trouble, hein, et puis tous les amours virtuels qu'on trouve aussi beaucoup aujourd'hui. Être amoureux d'un hologramme, d'une personne, effectivement, d'un personnage de manga, de jeux vidéo ou dessin animé ou d'une intelligence artificielle. C'est quelque chose qu'on retrouve beaucoup au Japon. Même aux États-Unis, récemment, quand on lit des données, on a beaucoup de personnes, alors beaucoup, c'est toujours, tout est relatif, des personnes qui sont tombées amoureux ou amoureuses de ChatGPT. À force de pouvoir échanger, de communiquer, de parler de leur intimité, on a pu vraiment avoir des gens qui sont amoureux de leur intelligence artificielle. Et puis on va effectivement jusqu'à se marier, faire des cérémonies effectivement au Japon avec voilà, on a une jeune femme au mois de décembre, Lucie, ça a été assez médiatisé, qui s'est mariée avec un personnage de manga. On a au Japon effectivement des structures qui sont spécialisées dans la location d'endroits où on peut se marier de façon virtuelle. Bref, je ne vais pas continuer là-dedans. Et puis vous avez aussi tout ce qui est effectivement cellules-couple, enfin voilà, fictosexualité. Ouais. Il y a plein de formes d'amour possibles aujourd'hui et qui sont multiples et variées. Alors, une constante, si on peut dire, très souvent dans les couples, l'amour, c'est la plante verte de la maison, elle est là, mais en fait, il n'y a personne qui s'en occupe. Et puis, à un moment donné, si on ne s'en occupe pas, l'amour, le sentiment amoureux, ça peut diminuer, ça peut être compliqué. Et c'est tout ce paradoxe qu'on va voir ensemble. Comment arriver à réguler cet amour? Alors, nous, on est parti sur quelques conseils. Alors, c'est quelques conseils. Chaque conseil ne va pas à tout le monde. On sait qu'en fonction des personnalités, en fonction de la singularité de chacun, eh bien, on va pouvoir jouer sur différents leviers pour entretenir le sentiment amoureux. Bien sûr, parce qu'effectivement, ces liens-là, c'est toujours le dernier roue du carrosse. Ouais. C'est ce que je dis souvent. On déploie une énergie de dingue et du temps de dingue à réussir sa vie de famille, ses enfants, son travail, le couple, le sentiment amoureux, c'est vraiment toujours la dernière chose. Et c'est quelque chose, on verra, qui n'est pas spontané non plus. Donc, comment un peu le travailler? C'est ça. L'entretenir. Alors, Anne, comment retrouver une intimité relationnelle et émotionnelle au sein d'un couple? Alors déjà, effectivement, on va pas vous apprendre grand-chose, mais c'est de la logique. C'est créer des moments de proximité, de complicité, d'intimité relationnelle, émotionnelle, et pas forcément sexuelle. J'ai envie de vous dire que les couples heureux, ils passent des temps de qualité ensemble. Les liens, la connexion, ça se travaille et ça s'entretient. Et pour retrouver ces moments ensemble, il faut les planifier un peu comme au début d'une relation. Souvenez-vous,
pour vous rencontrer, vous connaître, construire votre relation. Il a fallu que vous viviez des moments à deux. Vous êtes allés déjeuner ensemble, vous êtes allés faire je sais pas moi, une balade ensemble, vous êtes allés faire des activités. Pour perdurer, il faut aussi continuer à vivre des moments de qualité tous les deux ou tous les trois, hein, puisqu'on est dans des choses Si on est non dans plus. les couples, Voilà. on est ouvert, quoi. Alors, l'important aussi, c'est de renouveler le couple, introduire des variations, des nouveautés, des surprises. C'est pour ça que la routine, voilà, la routine, c'est pas forcément agréable, la routine peut tuer. Donc, c'est créer de nouvelles habitudes intimes, changer de scénario sexuel, lever certains entendus initiaux, arrêter de faire semblant, dire ce que j'ai envie, arriver à exprimer, c'est important, exprimer ce qu'on a sur le cœur, ce qu'on a envie, ce que je veux, ce que je ne veux pas. Alors, nouveauté, oui, mais il faut trouver un subtil dosage entre trop peu de nouveautés, des choses trop lassantes et trop de changements, qui peut être effectivement un peu épuisant. Et ça peut faire peur. Oui, Ça peut faire l'insécurité, bien évidemment. Alors, comment on cultive son jardin intime? L'idée, c'est de laisser toujours un territoire à conquérir, cultiver sa rareté, ne pas se dévoiler complètement et ne pas toujours être disponible peut-être. Devenez précieux, c'est peut-être effectivement introduire un peu le manque aussi. Et puis également peut-être essayer d'affirmer un peu sa personnalité, être soi, être désirable. Alors, facile à dire, être soi, être désirable. En tant que psychologue, j'observe et j'accueille des gens qui effectivement ont des parcours difficiles au niveau identitaire, au niveau estime de soi, au niveau confiance. Être soi et affirmer dans une relation de couple effectivement dissymétrique où il y a des violences psychologiques, ça reste compliqué. Oui. On peut également jouer sur les distances. Jouer sur les distances, c'est comment créer un espace où je peux rêver l'autre. Alors on va se mettre dans la peau d'un couple où toute la journée, on s'envoie des SMS, j'ai un traceur pour savoir où tu es à quel moment. En fait, on est en lien en permanence, en permanence, en permanence. Et là, l'idée, c'est ce sentiment amoureux, pour le nourrir, pour rêver positivement l'autre, et pour préserver ce sentiment amoureux, c'est des fois arriver à mettre de la distance au quotidien pour pouvoir arriver à penser l'autre. Alors, une distance, mais suffisamment bonne pour fonctionner en couple, parce qu'on reçoit aussi des couples en entretien où une distance trop importante va créer de l'angoisse, des angoisses de perte, d'abandon, etc. Pas si facile que ça, la distance. Et donc, vous, en tant que professionnel, thérapeute, c'est aussi important d'évaluer les personnes de leur singularité, de quoi elles ont besoin et comment on va pouvoir les aider, les accompagner. Alors, ce qui est important également, c'est de vivre et partager une réalité positive. C'est je porte mes lunettes positives où je regarde les qualités, les forces de l'autre. Et ce qui est important, c'est valoriser, positiver et pas dire « Ah ben tiens, t'as encore grossi. Ah ben tiens, le rouge, ça ne va pas. » Eh ben tiens, que des choses négatives, négatives, négatives. À un moment donné, l'amour prend un coup, quoi. Tu nous invites à regarder la bouteille À moitié pleine. à moitié pleine, d'accord. Oui. Ok. C'est prendre du plaisir ensemble. C'est vraiment réintroduire du côté positif avec l'autre, dans l'autre, le côté désirabilité. Là aussi, c'est face à l'autre. Quelle habileté j'ai en termes de séduction? Comment je peux être désirable? Comment l'autre peut monter sa séduction? Enfin, tous ces aspects-là sont importants d'être pris en charge. Une chose importante, c'est la communication. Alors moi, je me rappelle toujours à la fac, on avait le tu qui tue. Puis à l'époque, je me moquais en me disant, mais qu'est-ce que c'est que ça? Et puis, avec le temps, mais c'est vrai qu'à dire à l'autre, tu n'as pas rangé la vaisselle, tu n'as pas fait ci, tu n'as pas fait ça. En fait, le tu, il est extrêmement agressif. Et donc, l'idée, c'est si on a la capacité de le faire, c'est arriver à dire le je. Et écoute, aujourd'hui, je suis fatigué, j'aurais besoin d'aide pour faire la vaisselle. Exprimer son ressenti et oser demander de l'aide à l'autre. Alors effectivement, la capacité d'utiliser le jeu et de se positionner dans la relation, ça fait aussi partie d'une maturité psychologique, émotionnelle en termes de compétences psychosociales et ça demande aussi, c'est une sacrée d'avoir des compétence. compétences, quoi. C'est important. Pas si simple. Ah ben ça, on est d'accord. Vas-y. Alors, là aussi, les choses à ne pas faire, parce que ne pas utiliser le tu, mais aussi tous les comportements qui sont à proscrire. Le mépris, les moqueries, le silence, la violence, la bouderie, la dévalorisation, le sarcasme. C'est le poison, votre plante verte, l'amour qu'on veut entretenir dans le couple. Ça, effectivement, c'est que du poison pour cette belle plante verte qui ne va pas s'épanouir, au contraire, qui va mourir. Alors, Oser demander de l'aide à qui, Anne? à une personne ressource,
Alors, la personne ressource, ça peut être quelqu'un de proche, ça peut être la famille, ça peut être les amis, ça peut être aussi un professionnel, Oui. quel qu'il soit, et puis un professionnel, effectivement, du couple, de l'amour et de la sexualité, ça peut être un sexologue. Ça peut être un sexologue. C'est important quand on parle d'amour, on peut être aidé. La famille, demander à la famille de garder les enfants le week-end pour qu'on puisse partir en week-end. Ça peut demander des conseils à des amis sur toi qui le connais bien depuis longtemps, qu'est-ce qui lui ferait plaisir. C'est vraiment quelque chose de collégial. Et puis après, il y a le sexologue, quand vraiment c'est compliqué, on peut aller voir un sexologue qui est le professionnel de santé formé à la santé sexuelle et à parler de désir et d'amour. Alors justement, le désir. Qu'est-ce que c'est que le désir? Le On désir. sait qu'on ne connaît pas. Parce que là aussi, on a des idées reçues sur le désir. Alors le désir, encore un vaste programme. Le sujet est tellement effectivement vaste. On va tenter de l'aborder. En tous les cas, il existe énormément de fausses représentations et des croyances erronées sur le désir. D'abord, ce mythe et cette illusion que le désir, c'est quelque chose de spontané. Ça nous tombe dessus. Voilà, j'ai envie, j'y pense, j'ai envie de ça. Alors, effectivement, peut-être qu'avoir envie de certaines choses, oui, ça peut être spontané. Le désir, si on va parler du désir sexuel, on verra que c'est pas si spontané que ça. Ouais. Et puis, est-ce que les hommes ils ont plus de désir que les femmes? Tu veux que je parle de la désir, du désir ou de la libido? Sexuel. Ok. Tu vas répondre à la question. Ah nickel, merci. Désir et libido, c'est pas la même chose. La libido est d'essence hormonale. Il faut des hormones pour avoir une libido. Une femme, elle sécrète aussi un peu de testostérone. On sait que la testostérone est importante pour activer et booster la libido. C'est pour ça qu'un enfant prépubère n'a pas de libido, parce qu'il n'a pas encore ces hormones-là, pour justement avoir et faire bouger le cerveau pour avoir des pensées sexuelles. La libido, elle est d'essence hormonale. Libido, c'est j'ai faim. C'est comme l'appétit sexuel, l'appétit avec la nourriture, j'ai faim, j'ai faim, j'ai faim. Le désir, par contre, lui va se ramener à quelque chose. J'ai beau avoir faim, par contre, vous me donnez de la langue de bœuf à manger, j'en mangerai pas parce que j'aime pas ça. Par contre, le désir, il se ramène au plat, le plat. Est-ce que j'ai du désir pour telle ou telle personne? Et on verra que c'est pas si facile que ça, que le désir, il y a plein d'entraves et ça peut être compliqué de le maintenir toujours à flot, quoi. Et puis, j'aimerais peut-être introduire encore un troisième terme, c'est le terme de pulsion. Parfois, on oppose aussi désir, libido, pulsion. La pulsion, c'est quelque chose qui est effectivement très corporel. Et quand on a la pulsion, on est aussi beaucoup dans le comportement et dans quelque chose qui n'est pas très élaboré en termes de mentalisation, en termes de fantasme. Et on verra tout à l'heure qu'effectivement, que le désir, c'est vraiment l'essence même de l'homme, c'est ce qui nous rend fondamentalement humains, dans le sens où c'est extrêmement complexe au niveau de l'émotion, au niveau de la mentalisation. Et puis, pardon, oui. Tu voulais rajouter quelque chose? Justement, t'interroger sur désir, excitation. On voit des fois certains jeunes, et moins jeunes aussi, qui vont dire désir, excitation, est-ce que c'est lié? Est-ce que c'est la même chose? Est-ce que, non, pas forcément. Je peux avoir une excitation génitale, c'est-à-dire avoir une érection de mon pénis ou de mon clitoris. Une excitation génitale, qui est naturelle, qui est physiologique, ça ne veut pas forcément que j'ai du désir pour la personne qui se trouve à côté de moi. On a des personnes qui pensent que la nuit, j'ai des érections, et que ces érections sont parce que j'ai eu du désir et j'ai eu un rêve érotique où je pense à quelqu'un d'autre. Non, c'est aussi important de déconstruire auprès de nos populations et de nos patients qu'on peut avoir des érections, et c'est physiologique, et ça n'a rien à voir avec le désir. Par contre, on peut avoir du désir pour quelqu'un qui va provoquer une excitation génitale. En tout cas, ce que Sébastien veut nous dire, c'est que dans le circuit du plaisir, il y a différentes étapes. Et qu'effectivement, le désir, on va être sur quelque chose de beaucoup plus global en termes d'émotion, en termes de mentalisation, alors que l'excitation, c'est extrêmement corporel. On est dans des manifestations anatomiques et physiologiques du désir. Ouais. Voilà. Alors, désir et besoin, Anne. Alors, désir et besoin. Alors, moi, je dis toujours, ne pas confondre. Quand on parle de désir sexuel, le désir sexuel, pour moi, n'est pas un besoin fondamental. C'est-à-dire, pour moi, les besoins fondamentaux, c'est dormir, manger et boire. Quand on ne mange pas, qu'on ne boit pas, qu'on ne dort pas, on va mourir. Quand on n'a pas de sexualité, on ne meurt pas. Donc, effectivement, pour moi, le désir n'est pas le besoin pour l'être humain. Je pense, pour terminer quand même, que l'être humain a plus besoin d'être en lien d'attachement avec un autre
que de sexualité. Et notre propos, c'est justement de dire que on peut très bien avoir une sexualité comme on peut ne pas en avoir une. Alors, c'est quoi le désir, justement? Est-ce que tu peux nous le définir? Alors, le désir, c'est pas moi qui vais le définir, mais effectivement, comment elle s'appelle? Hélène Singer-Kaplan, qui était une psychiatre, sexologue et aussi psychanalyste américaine, a défini le désir comme la première phase, la première étape du circuit de la réponse sexuelle et donc du plaisir. Donc, avant ce phénomène d'excitation corporelle génitale, il y a ce désir. Et puis d'autres sexologues ont dit que le désir, notamment le désir sexuel, était lié à l'intimité relationnelle et affective. Quand on parle d'intimité, on parle de l'attachement, l'engagement, la tendresse, la complicité, le respect, la communication, mais également la satisfaction sexuelle. Alors là, c'est effectivement à l'intérieur d'un couple. On verra qu'on peut avoir du désir sexuel au-delà d'un couple établi, hein, bien évidemment. Ouais. Et puis le désir en psychanalyse, puisque la psychanalyse a beaucoup travaillé sur ce désir. Pour résumer, en psychanalyse, effectivement, j'ai envie de vous dire que le désir, c'est une dimension qui nous dépasse. Le désir, c'est une dimension qui nous dépasse parce qu'elle fait appel à des mécanismes qui ne sont pas conscients, qu'on ne peut pas forcément mentaliser, qu'on ne peut pas forcément objectiver, hein, comme les neurosciences. Freud nous a parlé de libido, hein, comme une pulsion sexuelle, un élan qui va demander à se satisfaire et qui va pousser à agir. Et puis d'autres psychanalystes comme Lacan vont aller étudier également le désir et vont nous parler de cet obscur objet du désir, mais aussi d'autres choses comme le manque et comme l'amour ou effectivement voilà. En sexo-corporel, Sébastien? Mais en sexo-corporel, en fait, on va définir le désir comme une mentalisation, une anticipation positive d'un contact sexuel, donc avec soi, parce que je peux avoir du désir envers moi-même, et puis l'auto-érotisme, la masturbation, c'est important aussi de prendre du plaisir avec soi-même, ou alors vers une autre personne. Et ça a pour effet de déclencher ce qu'on appelle le réflexe d'excitation génitale. Donc en sexo-corporel, on va associer le désir sexuel qui va avoir pour conséquence une excitation génitale quand tout fonctionne bien. Alors le désir amoureux, lui, est un élan affectif et émotionnel vers l'autre. Et du coup, rêve et désir, le rapprochement amoureux, de tendresse, d'affection, sans aucune connotation génitale, toutes ces choses-là sont liées. Et effectivement, je peux avoir du désir amoureux, je peux avoir du désir sexuel, on peut avoir plusieurs typologies de désir. Alors, ce désir, il va répondre à plusieurs motivations, c'est-à-dire pour quelles raisons je caricature un peu, mais elle va me rebondir derrière, c'est comment, pourquoi je veux avoir une activité sexuelle avec quelqu'un. C'est effectivement une des premières questions qu'on va poser à une personne qui va venir nous solliciter en sexologie, c'est à quoi ça sert pour vous, la sexualité? Pourquoi vous avez des rapports? Pourquoi et pour qui? Alors effectivement, Sébastien va nous parler de motivation à la sexualité, mais au désir sexuel. Et donc, la personne va répondre soit effectivement, moi ce que j'aime, c'est le plaisir sexuel. J'adore ça et moi, la sexualité, ma motivation première, c'est de prendre du plaisir avec mon corps, avec mon sexe. Ou avec mon partenaire. Ou avec mon partenaire. La deuxième, c'est le désir affectif. J'ai tellement besoin de prendre l'autre dans mes bras, j'ai tellement besoin d'amour, j'ai tellement besoin. Et donc, ce désir sexuel va répondre à un besoin affectif. Ce que tu veux dire, c'est qu'on peut très bien avoir une sexualité dans un objectif de désir affectif ou d'être proche de quelqu'un sans forcément avoir de plaisir. C'est important de le souligner. Certaines personnes vont avoir ce désir sexuel va répondre à un désir d'enfant. Et ça, on le rencontre régulièrement tout de même, où une fois qu'on a le nombre d'enfants souhaités, ça nous arrive d'avoir des femmes qui disaient à leur mari, moi en fait j'avais une sexualité reproductive pour avoir des enfants. Maintenant qu'on a un nombre d'enfants qui va bien, c'est ce qu'on voulait, il n'y a plus besoin de sexualité. Donc là aussi, c'est les besoins et les objectifs de chacun. Et est-ce que dans le couple, on a les mêmes objectifs? Parce que si moi, en tant qu'homme, moi j'ai un désir de plaisir sexuel et que ma femme, elle a besoin de désir d'enfant. Ou réciproquement. Ou réciproquement. Et une fois que les enfants sont là, du coup, pour moi, c'est bon et je ne fais plus rien. Ça peut amener des conjugopathies dans le couple et ça peut être compliqué à gérer. Et puis, c'est pour ça que les patients viennent nous voir en consultation. Et puis, ce désir sexuel, il peut répondre aussi à un désir de décharge, donc de décharge orgastique, c'est-à-dire une décharge corporelle, des contractions tonico-cloniques au niveau des muscles du périnée qui font qu'on va avoir chez le garçon une éjaculation qui est due à cette décharge orgastique.
Pour rappel, hein, l'orgasme, c'est une décharge qui est à la fois physiologique par cette tonicoclonicité des muscles du périnée et en même temps une décharge émotionnelle où on va prendre un plaisir intense avec cette décharge double du haut du corps et du bas du corps. Mais il y a des gens, ils vont avoir un désir de sexualité tout seul ou avec quelqu'un d'autre, juste pour décharger les tensions. Alors un exemple, je suis au boulot, c'est compliqué, j'ai beaucoup de stress. On sait qu'il y a 40% des gens qui se sont déjà masturbés au travail, où justement ça va répondre à un désir de décharge. Il va avoir une excitation génitale, une masturbation, envie de le faire, justement pour décharger les tensions, pour être plus apaisé et puis affronter la journée au travail. Alors c'est des chiffres qui font toujours sourire. On ne voit pas nos interlocuteurs derrière leur écran, mais 40% des gens l'ont déjà fait au travail. Donc ça, si vous êtes en équipe, je vous laisse le... 4 personnes sur 10. Voilà. Alors, Anne, quelles sont les typologies des troubles du désir sexuel? Alors, effectivement, il y a différentes typologies. Je voudrais simplement, avant de décrire ces causes, qu'on ait bien en tête que pour désirer, le désir, il faut qu'on soit disponible. Ça répond d'abord à une disponibilité. J'ai toujours, faut être disponible dans son corps, dans son cœur et dans sa tête. On verra qu'effectivement, beaucoup de stress, beaucoup de charge mentale, voilà, entrave beaucoup le désir sexuel. Donc, on peut avoir chez les gens des manques de désir sexuel. On va parler de désir hypoactif. On peut avoir une absence de désir sexuel pour son ou sa partenaire, uniquement alors que j'ai du désir pour d'autres personnes. Ou alors, on peut avoir une absence de désir qui est généralisée ou j'ai plus du tout d'envie, quoi. On peut avoir à l'inverse de l'anti-désir sexuel, une aversion sexuelle et la sexualité, je n'ai pas envie. Ou alors, à l'inverse, une insatiabilité sexuelle. On est dans le trop. Alors, une petite remarque par rapport à ce dernier point. Ce qu'on va appeler insatiabilité sexuelle, c'est ce que nous, on entend par hypersexualité ou addiction sexuelle. Alors, ces deux éléments-là, c'est pas du tout la même chose. En hypersexualité, tout le monde est content. Dans l'addiction sexuelle, on est vraiment dans une problématique, dans un problème, voire dans une souffrance. Mais effectivement, ce désir sexuel, il peut être hyperactif et il peut engendrer aussi des problèmes. Mais ça ferait, c'est des prises en charge qui sont vraiment adaptées derrière. On a vraiment des prises en charge spécifiques. Alors, on va voir ensemble les quelques étiologies organiques des troubles du désir sexuel. Alors, la iatrogénie médicamenteuse, on sait qu'il y a beaucoup de médicaments, hein, antidépresseurs, antipsychotiques, antihypertenseurs, anticancéreux, contraceptifs, qui vont impacter le désir sexuel. On peut avoir aussi des troubles de santé mentale, comme le disait Anne, il faut être disponible, il faut avoir envie. Et si je suis en dépression, si j'ai de l'anxiété, j'ai fait un burn-out, ou j'ai d'autres troubles de santé mentale, on va pouvoir avoir un impact sur le désir. On peut avoir aussi des troubles neurologiques, Parkinson, sclérose en plaques, Alzheimer, mais on peut avoir aussi des pathologies hormonales. Les hormones sont importantes, hein, on l'a vu dans l'amour, dans le désir, dans la libido. Si j'ai un adénome à prolactine, une hypothyroïdie, un déficit en testostérone, lié à l'âge, un problème d'allaitement, je suis en train d'allaiter, on sait que ça peut aussi jouer avec une augmentation du taux de prolactine, ou alors un diabète. Tout ça, ça peut impacter ma santé sexuelle de manière générale et le désir en particulier. Il y a des dyspareunies aussi. Vulvodynie, épisiotomie, lichen scléreux, fissure. Effectivement, si j'ai mal, j'évite. Je vais éviter. Voilà. Et j'ai pas envie. Et j'ai pas envie. Et le système de la récompense ne va pas se mettre en place. Alors, il y a des étiologies personnelles des troubles du désir sexuel. Oui. Le manque ou l'absence de plaisir sexuel, on en a déjà parlé. Après, voilà. Tout le manque d'appropriation sur la génitalité, sur l'excitation sexuelle. On sait que, malheureusement, on a beaucoup de femmes qui ne savent pas reconnaître au niveau corporel qu'elles ont des érections. Elles ne savent pas dire moi je bande comme un homme. Très souvent, les hommes, ils savent qu'ils ont des érections sans toucher, sans regarder. Alors que chez les femmes, c'est beaucoup plus compliqué. Et donc, c'est comment s'approprier son corps, comment s'approprier sa génitalité, comment s'approprier son sexe pour savoir ressentir quand il y a une excitation génitale. Les codes d'attraction sexuelle limitatifs, c'est par exemple les personnes qui souffrent de fétichisme. Il y a des hommes, ils ont besoin, ils vont être excités. Voilà, on est sur des codes extrêmement limitatifs. Je suis excité par des femmes qui portent des chaussures à talons rouges. Donc là, le désir est compliqué parce que je n'aurai pas de désir pour d'autres femmes. J'aurai du désir uniquement pour celles qui portent des chaussures à talons rouges. De taille 37. De taille 37. Et après, on a toutes les croyances négatives, les idéologies, les images négatives de la sexualité qui font que j'ai pas envie d'y aller. Après, on a toutes les expériences négatives, hein, les violences sexuelles.
on sait qu'il impacte négativement le désir. Et pour avoir du désir, il faut s'aimer. C'est important, parce que si je veux être désirable, il faut que j'arrive à aimer mon corps pour arriver justement à susciter l'envie à l'autre. La question de l'estime de soi, effectivement. Qui est vraiment importante. Tout ce qui est dégoût, aversion pour la sexualité, on sait que c'est compliqué. Hypotonie corporelle, on sait qu'un corps tonique, souple est important pour avoir une sexualité qui va bien. Et si j'ai un corps qui est complètement hypotonique, le désir derrière va être compliqué. Et ça, on pourra en parler à un autre moment, une autre fois, pour parler des lois du corps et comment le corps impacte la sexualité de manière générale. Alors, on a aussi des étiologies relationnelles, parce que c'est pas que notre faute, c'est pas que les médicaments, c'est pas que notre corps, ça peut être aussi dû aux autres personnes. Et puis, le lien à l'autre, effectivement, est aussi en jeu dans les troubles du désir. Oui. Qu'est-ce que tu pourrais nous dire? Manque de distance. Tout à l'heure, tu nous parlais que certaines personnes ont besoin d'être proches, et quand il y a de la distance, ça peut être vécu comme quelque chose de stressant, d'angoissant. Tout ce qui est frustration, colère, hostilité, ça peut créer tension entre les partenaires, et forcément, si l'autre m'engueule, l'autre me crie dessus, l'autre me dévalorise, eh bien derrière, comment je peux aimer cette personne qui me dévalorise? C'est compliqué. L'idée, c'est d'évaluer le climat relationnel ou le climat du couple. Voilà. Pour évaluer effectivement ce désir. Et à ça, on peut rajouter cette routine qui s'installe dans nos vies. Les années passent, il n'y a rien qui change. Cette plante verte, on ne s'en occupe pas. Eh bien, petit à petit, ce désir peut s'étioler, peut diminuer avec le temps. Et puis, on sait que l'histoire de vie, on n'a pas tous la même histoire de vie. Des biographies lourdes, des événements de vie. Qu'est-ce qui va aussi étioler le désir? Des événements dans la vie comme l'enfantement, la parentalité, mais aussi la ménopause, le vieillissement, des deuils, le passage à la retraite, où les liens se réajustent avec son partenaire ou pas, le fait de perdre sa partenaire ou son partenaire. Voilà, tous ces éléments exogènes vont aussi impliquer des troubles du désir. Finalement, avec tout ce qu'on vient de montrer, on peut faire peur aux gens que, attention, le vieillissement, oula, le désir il prend un coup. Alors, on va voir aussi, surtout, ce qui est important, c'est comment le booster, comment l'augmenter, parce que l'absence, le manque de désir, ça nécessite des efforts. Exactement. On vous l'a dit au début, oubliez vraiment ce mythe et cette illusion de la spontanéité. Le désir, ça ne va pas revenir par magie. Ouais. Ça, c'est clair. Alors, pour traiter le désir, on va vous donner quelques conseils pour entretenir ce désir sexuel. Là aussi, dans la singularité de chacun, c'est qu'est-ce qu'on va pouvoir mettre en place au niveau individuel, au niveau du couple, pour ceux qui sont en couple ou trouble, peu importe. L'idée, aujourd'hui, on n'est pas là pour vous parler des thérapies pour prendre en charge le désir sexuel. Parce que vous voyez, les troubles du désir sexuel sont multiples, les causes sont multiples, et en fait, derrière, les thérapies sexologiques sont aussi, on va dire, uniques par rapport à tel et tel individu. Et puis surtout que pour entretenir ce désir sexuel, on a des leviers qui sont multiples et on peut travailler sur plein de choses. Ouais. Alors, la désirabilité. Ah oui. Alors cette désirabilité, elle désigne la capacité d'une personne à susciter l'envie, le désir, mais également elle implique son propre sentiment de désirabilité. Je reçois dans mes entretiens sexologiques beaucoup d'hommes et de femmes surtout qui viennent me dire ouais, j'ai un problème de libido, j'ai plus de désir. Pourtant ma partenaire ou mon conjoint, mon mari me désire tout autant, mais moi quand je me regarde, j'ai pris 15 kilos, j'ai accouché il y a 6 mois, je me trouve pas bien. Donc effectivement, l'idée c'est déjà quand je me regarde, qu'est-ce que je me dis? Je me dis ou je me dis berk. Ouais. Donc entretenir ce sentiment de désirabilité. Ça, c'est important, c'est vraiment important. Là aussi, on a l'érotisation de la distance. Pour qu'un élan vers l'autre puisse naître, il faut une certaine distance physique, émotionnelle, pour cultiver sa rareté, se rendre précieux. On sait que cette proximité, cette relation fusionnelle de l'autre peut nourrir le sentiment amoureux et l'intimité du couple, mais c'est pas toujours là pour nourrir le désir. Donc, c'est important d'avoir cette juste distance, parce que cette distance permet d'éveiller le désir de l'autre par le manque. On a Schopenhauer qui dit, voilà, je désire ce que je n'ai pas, et une fois que je l'ai, finalement, je me lasse, je m'ennuie, et je vais désirer autre chose. Et en fait, on va osciller entre ennui et désir, et c'est important de
de susciter le désir et comment Alors, le travailler. et j'ai presque envie de dire, effectivement, dans cette distance et dans cette problématique du désir, on n'est jamais à l'équilibre. On est tout le temps en train de jouer les équilibristes. C'est qu'on est tout le temps, finalement, à avancer dans notre lien à l'autre, dans cette proximité, cette distance, au fur et à mesure du temps. Ce qui est important, c'est de planifier les rapports sexuels. Le mythe de ça viendra tout seul, la sexualité l'instinctive, elle n'a pas besoin d'être programmée, ça on l'entend tous les jours en entretien sexologique. Planifier des rendez-vous quand vous étiez adolescent, au collège, au lycée, à la fac. Bah écoute, on se voit samedi, et du coup, dans notre tête, on allait désirer l'autre, on allait imaginer les choses, et donc cette planification des rapports sexuels, elle peut être extrêmement importante. Alors, planifier, oui, mais pas tous les samedis soirs à 22h30. Et de la même manière. Il y a une routine quand même à casser. Ouais. Voilà. Donc c'est prendre du temps à deux, et ben pourquoi pas une fois par semaine, dans des différents endroits, pas toujours la même chose. Hein. Planifier des week-ends. Un week-end, on n'est pas obligé de partir à l'autre bout du monde. Hein. On peut partir Dans la chez forêt des d'à potes à la côté. côté, on peut faire plein de choses, faire du camping. Il y a plein de choses qu'on peut faire. Et ça, c'est important. Le plaisir sexuel, on a parlé tout à l'heure des neurosciences, où effectivement on voit qu'aujourd'hui la dopamine est importante. C'est ce qui va créer la motivation à continuer à répéter l'expérience. Donc si je ne prends pas de plaisir dans la sexualité, j'aurais pas envie d'y retourner. Je prends souvent l'exemple, effectivement, de l'alimentation. Si vous mettez un plat de lasagne sur la table, que les lasagnes sont délicieuses, j'avais envie d'y retourner. La sexualité, c'est pareil. Au niveau d'une satisfaction sexuelle, si c'est bon, je vais avoir du désir. Et on va y retourner. Donc prenez du plaisir dans la sexualité pour justement entretenir ce désir. Changez les scripts, là aussi, hein, la routine. Le vendredi soir à 20h30, on se retrouve dans le lit en position du missionnaire. À un moment donné, ça tue. En tout cas, plus une relation dure, plus effectivement, on consacre, enfin moi, on consacre d'efforts à l'intimité amoureuse et sexuelle. L'idée, c'est pas forcément, Et l'être humain recherche ça. À un moment donné, quand on est en sécurité avec quelqu'un, on va faire moins d'efforts, on va être dans la routine. Et c'est ce qu'on appelle l'homéostasie ou confort, immobilisme, on est bien. Sécurité. On bouge pas. Voilà. Alors, pour conclure, ça voit le temps qui passe, oui. Et c'est important aussi qu'on puisse répondre à nos questions. Il y a un fossé énorme entre les fausses croyances, les stéréotypes, les médias. Alors attention, les médias vont arriver, body summer, il faut jouir tant et tant de fois par semaine pour être épanoui sexuellement. En fait, il faut arrêter de sortir de ce carcan, de cette injonction à. En fait, il y a la vraie vie, notre réalité individuelle, et ce qu'on veut nous faire croire, et ce qu'on pense être. Et ça, c'est important. Et donc, moi, ce que j'aurais envie de dire pour conclure, c'est de remettre sur la table ce paradoxe où aujourd'hui, tout le monde recherche cet amour, ou en tout cas, c'est quelque chose qui est beaucoup fantasmé, le désir et l'amour. Et le paradoxe, c'est qu'on ne consacre pas beaucoup d'énergie et pas beaucoup de temps à cette recherche-là, et pas beaucoup d'efforts non plus. C'est quelque chose qui demande du temps, qui se travaille, bien évidemment. Prenez du temps pour votre amour, vos désirs, c'est important et ça en vaut le coup. Écoutez, on tient avec Anne vous remercier de nous avoir suivis pour cette écoute. Et on va passer aux questions si vous le souhaitez. Merci Sébastien, merci Anne. Du coup, on a eu une question hyper intéressante. Quid du sentiment amoureux expliqué par les neurosciences chez les sujets TDAH? Existe-t-il des présentations spécifiques? Alors, au niveau du TDAH, c'est vraiment extrêmement spécifique, tant au niveau émotionnel qu'au niveau, en tant que sexologue, du circuit du plaisir, c'est-à-dire tout ce qui est sensation, excitation. Et du coup, c'est vrai qu'il existe une littérature scientifique précise par rapport aux émotions et au ressenti sur le circuit du plaisir. Et puis la compulsivité, à un moment donné, on sait que c'est des patients qui vont être beaucoup dans la compulsivité. Et donc, quand vous avez des idées qui sont en tête, qui sont récurrentes. Rumination, fixation, répétition. Bon, alors sur le sentiment amoureux, c'était une question sur le sentiment amoureux. C'était ça. Hein. Mais en tout cas, il y a de la biblio, il y a des études qui sont faites. Moi, je vous invite à aller sur PubMed pour
mettant des mots-clés TDAH et Mm. compulsivité, sexualité, amour, Parce que désir. effectivement, dans TDAH, on est vraiment sur un fonctionnement singulier au niveau cognitif, Mm. au niveau émotionnel et au niveau corporel, avec des choses qu'on peut retrouver et qui demandent souvent des accompagnements spécifiques, même au niveau médicamenteux parfois, hein. À la fois psychologique, sexologique, médicaux, enfin, etc., etc. C'est vraiment une approche globale. Mais c'est une approche globale et pluriprofessionnelle, c'est Mm. important. Mm. Ok, merci beaucoup. Est-ce qu'on pourra avoir le diapo? Bah, du coup, déjà, il y aura le replay de Oui. webinaire sur la chaîne YouTube du CORES Grand Est. Donc, Mhm. le diapo sera. Le diapo sera mis en ligne en tout cas. Mhm. Ensuite, qu'en est-il des couples trans inversés et non-binarité? Ah. Alors là aussi, en termes de singularité, parce que chaque personne trans va être complètement différente d'une autre, les besoins ne sont pas les mêmes. Là, il n'y a pas de généralité. On ne peut pas faire de généralité. Mm. Ok. Mais le sentiment amoureux, il est là, le désir, il Ah. est là. Et ce Alors, n'est pas parce que j'ai un autre sexe, que ça va changer grand-chose. Alors, ça pose effectivement, euh, ça engendre beaucoup d'autres questions. La question du désir, elle est pas, pour moi, elle n'est pas forcément liée à un genre. Moi, quand Ouais. j'ai dans l'idée qu'on désire une personne, je désire pas un homme, une femme ou un trans. Je désire quelqu'un et ce quelqu'un, il va aller partager avec moi sa façon d'aimer, sa façon de ressentir son corps, etc., etc. Donc c'est toujours une rencontre entre deux personnes. À mon sens, à chaque fois qu'on rencontre quelqu'un, c'est comme une danse. Alors, je vous parle pas des danses actuelles, mais des danses un peu comme les danses à deux, où à chaque fois on ajuste son pas sur le pas de l'autre et où on construit son amour et sa sexualité au fur et à mesure et au moment T. Donc, c'est vraiment une découverte réciproque à chaque instant. Ok. Comment différencier un vrai désir sexuel polyamour et une phase hypomaniaque? Ah. Alors ça, si je peux me permettre, Vas-y. oui. Alors c'est effectivement la question de l'amour, du désir, elle est aussi relativement complexe au niveau des limites. C'est-à-dire à partir de quel moment on est dans une pathologie psychiatrique. Euh, tout ce qui est aussi santé mentale. Vous connaissez peut-être un petit peu un terme qui s'appelle l'érotomanie. L'érotomanie, c'est quand j'ai la conviction que je suis persuadée effectivement que telle personne est amoureux de moi, comme que tout ce qui est de l'ordre du désir, tout ce qui est désir sexuel et amour pour des personnes fictives, hein, dans la fictosexualité ou tout ce qui est intelligence artificielle. C'est vrai que le normal et le pathologique, parfois, les frontières sont pas très claires, hein, bien évidemment. À partir du moment où il y a un problème en termes de souffrance, peut-être même un moment au niveau légal, je pense que les limites, elles vont peut-être s'inscrire, les signaux vont peut-être à ce moment-là. C'est un peu mon idée. Qu'est-ce que le célicouple? Alors, c'est les couples. Je te laisse Oh, répondre. vas-y. Alors, le couple, c'est une nouvelle forme de couple, c'est très actuel. C'est ces couples finalement où il y a un lien affectif ou sexuel, mais c'est chacun chez soi. Voilà, tout simplement. Ça peut être pratique. Alors ça, après, aucun jugement. Là, je ne partage pas des convictions personnelles. Je suis effectivement à décrire. Voilà, on s'aime, on peut avoir des rapports sexuels, on a des rapports sexuels, mais on habite, voilà, chacun chez soi. Mais on est en couple. Mais on est en couple. Et c'est là aujourd'hui on voit que le couple change. Si on allait un siècle en arrière, c'était le couple hétérosexuel, un homme, une femme, et puis on se Affectif, mariait pour la amoureux, vie, et puis procréatif. voilà, plutôt procréatif. On s'aimait, si on s'aimait plus au bout d'un moment, ben on restait ensemble parce que on pouvait pas divorcer pour X raisons. Aujourd'hui, le couple, il a extrêmement évolué. Le couple, il est changeant. Le couple, on peut pas rester, des fois, des gens vont pas rester toute leur vie avec la même personne. On peut être en couple avec quelqu'un, et puis à un moment donné, on a une autre personne. Tout à l'heure, on discutait de Daniel Mitterrand qui était en couple. Oui. Alors ça, c'est Donc, encore, oui. oui, le couple, il évolue, il change. Avec François Mitterrand, oui, finalement, ils étaient à trois, mais c'était pas forcément les trois qu'on pensait. Effectivement, il y avait le professeur de gymnastique qui habitait dans la même maison et c'était une relation qui était connue de François Mitterrand.
et puis qu'il a demandé effectivement à stopper à partir du moment où il était président. Mais effectivement, les gens vivaient à un moment à trois, de façon consentie et de façon consciente, et ça posait parfois pas de problème. Il y a plein d'exemples de couples. Après, l'amour a souvent été quelque chose et décrit comme quelque chose d'assez exclusif, et c'est plutôt ce qui est le plus fréquent. Mais l'idée, c'est que, autant comme la définition de la santé sexuelle, c'est d'être finalement très ouvert sur la singularité, sur les libertés, et voilà. Merci. Ouais, il y a eu des questions. Il y a des questions qui arrivent. Alors, il y en a deux sur le fantasme. Je vais les regrouper. Un fantasme doit-il être réalisé et faut-il partager nos fantasmes avec notre partenaire? Alors, le fantasme doit-il être réalisé? À partir du moment où on le réalise, ce n'est plus un fantasme. Parce que là aussi, c'est hyper individuel. Qu'est-ce qu'on fait? Quelles sont les conséquences? Est-ce que c'est un fantasme qui est autorisé par la loi? Est-ce que c'est un fantasme qui est interdit par la loi? Et dans ce cas-là, si je le fais, quels sont les risques associés? Est-ce que cette fantasmatique-là fait du mal à l'autre? Ou alors est-ce qu'il y a du consentement? Dans ce cas-là, il n'y a pas forcément de problème à le réaliser. Vous voyez, il y a plein d'enjeux qui soient juridiques, qui soient moraux. Individuellement, une personne peut avoir pour fantasme d'aller dans un club libertin. Du lors que tout le monde est au clair, qu'il n'y a pas de problème, ce fantasme peut être réalisé. Par contre, une personne qui va avoir une fantasmatique qui est interdite par la loi, on ne va pas l'encourager à réaliser ce fantasme. C'était la première question. La deuxième? Faut-il partager ses fantasmes avec notre partenaire? Non, c'est horrible. Alors après, moi, chacun fait ce comme Oui, il chacun veut, fait comme quoi. il veut. Mais à un moment donné, on ne choisit pas ce qui nous passe par la tête, on ne choisit pas ce qui nous excite. Si le soir vous rentrez à la maison en disant voir, bah, tiens, aujourd'hui dans le métro, j'ai croisé quelqu'un, ben, dis donc, elle me plaît bien, il me plaît bien, ça peut créer de l'inconfort, voire une conjugopathie derrière. Ça peut être compliqué aussi à l'autre Alors d'entendre. moi, je pense qu'il y a plusieurs types de fantasmes. Il y a des fantasmes qu'on peut partager, d'autres qu'on n'a Ça dépend pas lesquels. envie. Alors, pouvoir, qu'est-ce que ça veut dire? Enfin, voilà, partager un fantasme, ça peut aussi contribuer à avoir une vie sexuelle épanouie. Aussi. Ça va dépendre du type de fantasme, ça va dépendre de vous, de l'autre. Il y a tellement de facteurs qui entrent en jeu qu'on ne peut pas donner une réponse Vous pour tout le monde, vous quoi. gardez son propre fantasme et avoir une sexualité épanouie avec un partenaire qui ne fait pas partie du fantasme. Si ça vous permet d'être bien dans votre couple, pourquoi pas? Ouais. Tout est possible à partir du moment où les gens sont satisfaits. Ok, alors on a deux autres questions et un commentaire, donc je vais tout vous lire. Quelles conséquences de l'exposition au porno sur le désir et l'amour? Ça, j'ai l'impression que c'est un vrai sujet. Oh là là, oui. Enfin, c'est un vrai sujet qui Presque un mériterait un prochain webinaire. prochain webinaire. Voilà, c'est ce que j'allais dire. Que proposez-vous comme prise en charge spécifique pour pour des couples où il n'y a pas de désir d'un seul côté, créant une frustration et agressivité de l'autre? En D'accord. fait, c'est des patients qui viennent nous voir. Alors, il n'y a pas un livre de recettes où on va appliquer pour tout le monde la même chose. Dans un couple, effectivement, très souvent, le désir n'est pas équilibré, n'est pas réciproque. Donc, ça va dépendre de leurs besoins, leurs attentes, de chacun au sein du couple et individuellement. En tout cas, nous, au niveau thérapeutique, que ce soit à nous, moi, si je peux me permettre, on voit des fois les patients à deux, parce que c'est important de les voir à deux, mais on les voit aussi seuls, parce que seul, on ne va pas forcément dire la même chose que quand on est à deux. Donc, c'est les Ok. patients qu'on reçoit et qu'on évalue. Et on fait des propositions thérapeutiques derrière. Alors effectivement, l'évaluation va être au départ, c'est souvent la personne qui est dans un désir hypoactif qui va venir se présenter. Et pour évaluer ce trouble du désir, on va faire comme on fait souvent en sexologie. On va aller voir le corps d'abord, c'est-à-dire est-ce qu'il n'y a pas des étiologies organiques, hormonales, etc., etc. Et puis après, on va aller évaluer différentes dimensions au niveau de l'individu, de cet individu qui vient se présenter, au niveau de sa biographie, au niveau de la construction de sa sexualité, au niveau de sa personnalité, tous les éléments psychologiques. Et puis après, on va aller voir la construction de sa sexualité. On va aller voir la sexualité du couple, l'habilité du partenaire, enfin, etc., etc. C'est vraiment une évaluation qui est extrêmement complexe. Et cette complexité va nous permettre, d'avoir plusieurs leviers. Mais c'est vrai que c'est quelque chose qui est difficilement, difficilement donner une réponse claire et précise. Ouais. Bon, il y a un rappel sur l'importance du consentement avec la vidéo de la tasse de thé. Ça aussi, ça pourrait faire tout un sujet. Oui. Il est 14h05, je pense qu'il faut peut-être
conclure, est-ce Oui qu'on arrive à répondre à Edith Piaf? À quoi ça sert l'amour finalement? Et ben, l'amour, ça sert à rendre heureux, à être bien, à être épanoui, ou pas. ou pas. Voilà, alors effectivement, on a l'approche positive comme la santé sexuelle nous le Mm. donne, mais on sait très bien que bah, il y a tout ce paradoxe et cette ambivalence par rapport à l'amour. Et voilà. Je dis toujours à mes patients, l'amour, c'est comme une pièce de monnaie. Il y a un côté pile, un côté face. Et très souvent, bah, il y a un côté qui est hyper positif, on est bien en compagnie. Mais des fois, l'amour peut être compliqué. Et on a l'autre côté de la pièce qui est négative. Mhm. C'est pas aussi tranché. Et puis c'est pas forcément pile ou face, blanc ou noir, c'est tout cet arc-en-ciel et toutes ces nuances sur le désir et l'amour, bah, qui sont des nuances qui sont liées vraiment à chaque individu. Mm. Bon, c'est comme elle dit dans la chanson, c'est triste et merveilleux. Et c'est ça. Merci, Ben ouais, ouais. c'est ça. Ok. Bon, en tout cas, on tient à vous remercier d'avoir été aussi nombreux à nous suivre pour ce troisième webinaire organisé par le Corrèze Grand Est. On vous donne rendez-vous dans 2 mois. Alors, Raphaël, moi, j'ai pas les dates en tête, mais on communiquera dessus, sur le sujet, la prochaine date. Donc, rendez-vous à dans 2 mois. Merci. Bonne journée, au revoir. Merci Sébastien. Au revoir. Au revoir.